Salut les photographes, c'est les MPR News. On subit encore les effets Photokina, donc il y a encore beaucoup de matériel. Je pense que ça va se calmer un petit peu dans les prochains mois. Donc c'est parti. Alors on attaque avec quelques photos news quand même pour se détendre un petit peu l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez Benjamin Van Wong. Benjamin Van Wong, c'est un photographe canadien qui fait des photos de malades. Il était passé dans un épisode de F1.4 il y a quelques saisons de ça déjà, un bon moment, mais c'est un super épisode d'ailleurs, je vous recommande d'aller le voir. Et en fait, depuis quelques temps, au début il faisait beaucoup de mise en scène, des trucs un peu cool et tout, et depuis quelques temps il a trouvé un peu sa voie, il a trouvé le truc qui le motive dans la photo, et c'est de faire des photos sur des thématiques environnementales. Et donc faire des trucs, des énormes projets comme il a l'habitude de faire, mais pour vraiment sensibiliser un maximum de personnes à des problématiques environnementales. Là on a beaucoup parlé de plastique dans les océans ces derniers temps. Lui il a vu une statistique qui dit que chaque jour il y a l'équivalent, ou chaque minute, ou chaque seconde, je sais plus, il y a l'équivalent d'un camion de plastique qui est déversé dans l'océan. Et donc ça lui a donné une idée pour un photoshoot, et donc il a commencé à faire des photos géniales. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces photos, Benjamin Van Wong. Hop, pardon, je devais vérifier juste que le micro marchait bien. Et voilà, donc moi je trouve ces photos géniales, il n'y a pas de souci. Je me posais juste une question, parce qu'on peut se la poser légitimement. Est-ce que c'est utile ce genre de choses? Quand on se dit, je soutiens une cause et je veux la montrer à travers mes photos, est-ce que finalement, si nos photos sont vues essentiellement par d'autres photographes, ou par des personnes qui sont déjà sensibilisées à cette cause, est-ce qu'on peut imaginer que ça fonctionne en fait? Est-ce que ça sensibilise des gens? Et c'est un petit peu le même cas dans toutes les démarches un petit peu militantes, on va dire, c'est est-ce qu'on ne prêche pas à des gens qui sont déjà convaincus? Est-ce que réellement ça fait un effet, ça change pas? Est-ce que ça change quelque chose pour la planète, quoi? Et je pense, en particulier dans le cas de la photographie, que oui. Je pense que ça peut changer les choses parce qu'en fait, pour une raison assez simple, c'est pas spécialement que d'un seul coup des gens qui ont l'habitude de polluer vont découvrir Benjamin Van Wong en regardant cette vidéo et vont se dire « Ah ouais, il a raison quand même, ça voilà ». C'est plutôt que quand on produit des photos qui sont aussi impressionnantes que celle-là, en tout cas dans son cas à lui, c'est des photos qui sont géniales, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de montrer, ça crée une envie pour des médias de montrer ce travail. Et ça leur crée pour eux une occasion d'aborder ce sujet. Ça leur donne une illustration pour des articles qui vont parler de ce sujet. Et donc dans ce cas-là, oui, ça va aider à faire passer le message au plus grand monde. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, à ma toute petite mesure, s'il n'avait pas fait ces photos géniales comme ça, je ne vous les aurais pas montrées, je n'en aurais pas parlé aujourd'hui, et je n'aurais pas parlé de tout le plastique qu'on déverse dans les océans. Donc, dans un sens, je pense que oui, c'est utile. Je pense que c'est bien, et si vous, en tant que photographe, vous arrivez à trouver une cause qui vous tient à cœur, et vous arrivez à faire des photos que des personnes ont envie de partager, et qui vont permettre d'être des supports de communication pour d'autres personnes, pour que ça fasse du bruit, alors génial, vous aurez fait quelque chose pour améliorer la planète. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, Dear Moon, est-ce que ça vous dirait de partir en voyage pour un voyage de 769 000 km de long? Et gratuitement en plus. Alors, je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. C'est un voyage, alors c'est pour 2023, donc vous avez encore un petit peu de temps pour vous préparer. C'est un japonais qui s'appelle Yusaku Maezawa, qui est le premier client privé pour une offre commerciale de SpaceX. Donc SpaceX, c'est l'agence, enfin c'est une agence, pas une agence, c'est une entreprise privée qui envoie des fusées dans l'espace et qui donc pense maintenant pouvoir être capable, dans 5 ans, d'envoyer un vaisseau autour de la Lune et de revenir. Et donc ce japonais milliardaire est fan d'art et sera donc le premier client de cette fusée, qui peut normalement emmener jusqu'à 100 personnes. Là, en l'occurrence, il y aura, je crois, des membres d'équipage et tout ça, mais lui voudrait emmener avec lui 6 à 8 artistes. Parce qu'il est persuadé que les artistes ont une vision à apporter, une lecture des choses différentes de la sienne. Pardon. Et donc il aimerait bien les emmener avec lui parce qu'il sent bien que c'est une expérience unique. Et donc il veut pouvoir partager ça avec un musicien, un peintre, pardon, et aussi évidemment un photographe. Donc c'est probablement lui qui va choisir le photographe, etc. Mais si vous avez un coup de fil qui vient du Japon un de ces jours et que vous avez cette personne au bout du fil, dites oui, dites oui, ça pourrait être génial. Enfin voilà, et bref, je trouve ça assez intéressant, donc peut-être que l'un d'entre vous, pourquoi pas,
pourrais aller autour de la Lune dans 5 ans. Et je voulais vous demander d'ailleurs pour vous, est-ce que c'est plutôt un rêve de faire ce genre de choses ou est-ce que c'est plutôt cauchemar en mode oh là là, mais si jamais ça marche pas et si on revenait pas et voilà. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Ensuite, petite gag on va dire, il y a un groupe Facebook de fans de Nikon, c'est le Nikon Club Thaïlande, qui s'amuse à faire des trucs géniaux sur Nikon et notamment ils ont créé tout un système pour pouvoir découper, donc imprimer et découper son Nikon Z7 et pouvoir le construire ensuite soi-même. Donc moi-même j'ai ma petite copie là, voilà, j'ai le petit Nikon Z7, vous voyez, magnifique, bonne prise en main. Alors le petit doigt en dessous passe quand même, c'est un petit peu limite, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment pris le Z7 en main à Photokina et c'est vraiment la bonne taille et la même prise en main, c'est assez rigolo. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo, c'est bien fichu. Bon voilà, c'est marrant. J'ai quand même passé une bonne heure à tout découper et à coller, hein, donc c'est pas forcément pour... J'ai un peu perdu de temps quand même à faire ça, mais ce sera utile pour la vidéo comparative des différents systèmes mirrorless. Et puis récemment, ils ont sorti leur interprétation de ce que pourrait être un Nikon Z7 version Louis Vuitton. Donc avec des trucs tout en doré, etc. C'est super bien fait, hein. Quand on va voir sur la photo, on se dit waouh, ça pourrait vraiment être un truc de Nikon, mais non, en fait c'est une grosse blague. Donc voilà, je trouvais ça marrant et je voulais partager ça avec vous. Et puis dernière chose, j'en ai parlé un petit peu dans les quelques vidéos live que j'ai faites à Photokina. C'est quand même une grosse nouvelle pour l'industrie photo, c'est que y a un partenariat qui se noue très sérieux entre Leica, Panasonic et Sigma, qu'ils ont appelé l'alliance de la monture L-Mount Alliance, c'est plus classe en anglais quand même, pour venir concurrencer les trois gros, Sony, Canon, Nikon, et je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'on va vraiment se retrouver avec 4 gros systèmes mirrorless, même 5 avec Fuji on peut le dire, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, quelques news MPR. Alors, le live, il n'y aura pas de live ce mois-ci pour une raison toute bête, c'est que Lily va avoir beaucoup de déplacements et les soirs où je fais les lives d'habitude, là elle sera en déplacement donc je dois m'occuper des enfants et voilà, puis je peux pas faire les lives depuis la maison quand ils dorment de toute façon. Donc ce sera pas possible et puis en novembre ce sera trop proche du salon de la photo donc je pourrai pas non plus. Mais je laisse pas tomber les lives, j'adore ce format là comme je vous l'ai déjà dit, donc on va en refaire dès le mois de décembre avec le petit jeu, avec les petites revues de photos, les questions-réponses, etc. Voilà, c'est juste un petit peu mis en pause. Ensuite, mon retour sur Photokina. Alors, vous l'avez déjà eu un petit peu dans la dernière vidéo où je vous parlais de comment préparer un salon photo et je vous ai un petit peu mon bilan sur Photokina. Là, je ne vais pas vous faire mon bilan personnel en mode voilà, j'ai voulu tester ça, j'ai voulu toucher ça, etc. Mais plutôt dans son ensemble. Est-ce que une personne comme moi, youtubeur, photo, etc., a intérêt à aller à Photokina régulièrement ou pas, Photokina ou le salon de la photo, mais Photokina sera tous les ans maintenant. Est-ce que ça valait le coup de prendre 4 jours pour y aller, le coût du déplacement, etc. Alors, tout d'abord, le Press Day. Alors, j'étais très excité à l'idée d'avoir mon accréditation presse pour pouvoir assister au premier jour qui était réservé à la presse, avec toutes les conférences, etc. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir croiser un peu Matt Granger, entre autres, mais voilà, croiser d'autres personnes qu'on connaît un petit peu du monde de la photo, et puis d'être première loge quand il y a des annonces officielles, d'avoir les PDG de Leica, de Sigma, de Panasonic qui ensemble se serrent la main, machin. On a un peu, alors c'est fait pour, hein, c'est fait pour faire monter un peu la sauce, mais on a un peu l'impression d'assister à un moment historique, enfin voilà. C'est un petit côté quand même sympa. J'aurais tendance à dire quand même qu'en termes d'infos, on va parler goodies qu'on a eu, on a quelques petits goodies sympas, mais en termes d'infos, on n'a pas plus d'infos, voire moins d'infos que les gens qui restent chez eux sur leur canapé, qui regardent la conférence de loin et qui ensuite peuvent aller tout de suite sur le site internet, voir toutes les spécifications, etc. Et d'ailleurs, j'étais étonné, je m'attendais à voir beaucoup de youtubeurs américains, ceux que je suis habituellement, etc. Et en fait, non, à part Matt Granger, l'Australien, j'en ai pas vu d'autres. Les autres sont restés bien au chaud chez eux. Et je pense qu'en effet, maintenant, notamment c'est les gros youtubeurs qui ont accès aux previews des boîtiers, etc., n'ont pas vraiment d'intérêt à venir dans des événements comme Photokina où finalement la plupart des infos sont déjà sorties avant. Il y a des sites de rumeurs maintenant qui sont très très bons et qui arrivent à peu près à tout déterminer à l'avance. Donc voilà, je ne suis pas forcément convaincu par l'idée de recommencer cette expérience-là. En tout cas pas en y allant tout seul. Si jamais un jour on est plusieurs chez mon petit réflexe, ça pourrait être marrant d'y aller à plusieurs. Mais tout seul, on se fait un peu chier entre les conférences. Et puis pendant la conférence, on regarde le truc, on regarde un peu le show, mais voilà. Donc voilà, je suis pas forcément convaincu par le truc. C'est bon pour l'ego, c'est-à-dire que ça flatte l'ego, on se dit waouh, je fais partie des 500 privilégiés qui sont dans la pièce,
assiste à ce moment historique, etc. Mais concrètement derrière, c'est pas folichon, quoi. Voilà. Voilà, pour l'ego, c'est bien aussi de pouvoir faire, je vous dis, des petits lives en direct en disant ouais, je viens de sortir de la conférence Panasonic, alors ils ont annoncé ça, machin. C'est sympa, c'est un côté un peu exclusif, mais j'aurais pu faire un peu les mêmes en restant chez moi. Ensuite, je me posais une question, et c'est une question que je commence à me poser de plus en plus, notamment sur tout ce qui est test de matériel. Vous savez que j'aime bien en faire. Et je me pose de plus en plus la question, est-ce que je suis plutôt youtubeur ou plutôt journaliste? Euh, Parce que voilà, quand on va dans ce genre d'événement, on est considéré comme de la presse par des grosses boîtes en particulier. Donc on doit passer un petit peu par leurs agences de presse pour avoir des prêts de matériel. Pour avoir des prêts de matériel, c'est toujours des pré-presse. Donc ils envoient à la presse en général pour une semaine ou maximum 2 semaines. Donc pour les youtubeurs, c'est pareil, même si nous, comme on crée une vidéo complète, un test complet, enfin ici il y a des sites et de la presse qui font des tests complets aussi, mais quand on veut rentrer plus dans la profondeur de l'objet, souvent il faut plus de temps que ça, ils n'ont pas l'habitude. Donc voilà, et je pense aussi qu'en allant voir ces grosses marques, en leur disant salut, j'ai une chaîne YouTube sur la photo, j'ai quand même le sentiment qu'on est moins pris au sérieux que quand on arrive et qu'on dit bonjour, je suis journaliste pour le site machin. Donc je me posais la question, est-ce que je vais pas changer mon discours prochainement vis-à-vis des grosses marques? Peut-être. Je pourrais très bien dire je suis journaliste pour le site mpr.photo. Ce serait pas déconnant de le dire parce que je fais un peu le même boulot finalement. Je reçois des produits, je les teste, je donne mon avis pour aider les gens à faire des bonnes décisions d'achat. Donc voilà, sur cette partie matérielle en tout cas, je pense que c'est pas déconnant. Par contre, j'ai constaté qu'avec les petites entreprises, les petites marques, alors là c'est plus intéressant sur des salons comme ça parce que là on rencontre les vraies personnes de la marque et pas des gens qui ont été recrutés juste pour le salon. Et eux, pour le coup, ils comprennent l'intérêt de travailler avec des youtubeurs en fait. Parce qu'ils comprennent bien ce que ça fait le média vidéo par rapport au média écrit, que c'est complémentaire. Et donc souvent, ils voient l'intérêt et ils sont beaucoup plus ouverts en fait à bosser ensemble. Donc voilà, je trouve ça intéressant. C'est une petite réflexion que je me fais. Le salon Photokina, c'est juste énorme, c'est monstrueux en taille. Donc bon, on a réussi quand même à faire un bon tour avec Xavier, mais on a fait 2 jours pleins. Et il y a encore des choses qu'on n'a pas vues, mais en 2 jours plein, de l'ouverture à la fermeture, on a à peu près réussi à faire le tour de ce qu'on voulait. Voilà, et c'était très chouette pour tester, parce que comme c'est très grand, les stands sont très grands, et même s'il y a beaucoup de monde, on est globalement plus confortable pour tester du matériel que sur le salon de la photo, par exemple, on évite tous agglutiner autour d'un stand. Voilà, petite marque, je trouvais ça plus intéressant que pour les grosses marques, ça je vous l'ai déjà dit. Je vous le dis, je vous le répète, j'étais très frustré par Fuji. Fuji, je suis pas content. Il n'y avait pas d'endroit où on pouvait tester le XT3 par exemple. Il y avait un énorme stand avec des nanas à moitié nues qui dansaient sur des cercles en l'air. Enfin voilà, pour qu'il y ait plein de photographes avec des gros téléobjectifs qui viennent. Ça, il y en avait, pas de souci. Par contre, pour ce qui était de voir du matériel, de tester du matériel, etc., il n'y en avait pas. Il y avait un endroit où on pouvait se faire prêter un truc pendant 1 heure en donnant sa carte d'identité. Mais voilà, et puis pas moyen, il y avait plein de personnes qui étaient affiliées à Fuji pour la presse et compagnie. Mais je vous dis, je me suis fait balader à droite à gauche. J'ai jamais réussi à avoir quelqu'un. Oui, la personne va arriver, vous inquiétez pas, machin. Bref, voilà, ça m'énerve parce que Fuji a une super image auprès des photographes qui aiment le shooter en Fuji. La conférence Fuji, je vous dis, il y a une ambiance de malade et tout. C'est un système qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais énormément tester. Mais bon, après, il faut aussi qu'ils fassent un effort de leur côté, quoi. Voilà. Allez, on va parler sur les news matos. Alors, on en a quelques-unes qu'on a déjà un petit peu couvertes, mais voilà, on va essayer d'aller assez vite quand même. On a pas mal de boîtiers, vous vous en doutez bien. Donc Panasonic qui a annoncé le S1 et le S1R qui sont des boîtiers mirrorless plein format. Là où Panasonic était sur des formats micro 4 tiers jusqu'à présent. Qui va shooter en 4K à 60 images secondes en vidéo. Donc je le mets en premier parce que c'est quand même l'argument phare. C'est le premier boîtier plein format qui va faire ça. Et la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura un crop ou pas dedans? À voir s'ils ont la puissance nécessaire pour traiter toutes les infos. Il y aura une double stabilisation du capteur plus stabilisation des objectifs, et ils travailleront ensemble pour faire encore plus de stabilisation, ce qui en vidéo sera vraiment génial parce qu'on pourrait imaginer quasiment pouvoir marcher et avoir quelque chose de stabilisé sans avoir besoin d'utiliser un gimbal éventuellement. Donc 2 boîtiers, un qui fait 24 mégapixels, un qui fait 47 mégapixels, le tout sortira début 2019, printemps on va dire. Donc pour l'instant on a juste pu voir l'esthétique du boîtier mais pas le prendre en main, pas le tester, on est encore sur
sur des prototypes. Voilà. Mais on attend de voir la suite. Ça paraît prometteur, ça a l'air plutôt sympa. Sigma, alors contrairement à ce que Sigma avait annoncé dans la conférence de la fameuse Helmand Alliance, où Sigma avait dit on avait imaginé développer nos propres boîtiers plein format, et puis finalement, vu l'alliance, etc., on va pas le faire. Et puis le lendemain, Sigma a dit on sort un boîtier plein format Fauvéon en monture L. Je n'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. Ils annoncent aussi que ce sera la fin de la monture SA, donc la fin de la monture spécifique Sigma. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'ils n'ont pas vendu beaucoup de boîtiers avec cette monture là, et donc ça veut dire qu'ils ne laissent pas tomber le fait de construire des boîtiers, ce qui est plutôt une bonne nouvelle je pense, parce que il y a très peu de personnes qui ont utilisé les boîtiers Sigma, mais de ceux qui l'ont utilisé, a priori le capteur a des technologies plutôt intéressantes, donc voilà, à voir si ça devient sérieux. Ils vont lancer ça en 2019 aussi, donc voilà, ils sont arrivés assez tard dans la fameuse alliance là. Donc à mon avis, ils vont bien bosser dans les prochains mois pour pouvoir sortir leur boîtier et les premiers objectifs. Fujifilm, vous m'avez reproché de ne pas en parler dans les dernières MPR News, parce qu'en fait c'était sorti le jeudi midi, et j'avais tourné mes MPR News le mercredi soir ou le jeudi matin. Voilà, donc c'est pour ça qu'elles n'étaient pas dedans, c'est la seule raison. C'est pas parce que je boude Fujifilm ou que je parle que de Canon ou de Sony, ok ? Donc voilà, Fujifilm a sorti le X-T3 qui a fait beaucoup de bruit, même en dehors des fans de Fuji. Et pour plusieurs raisons. Donc on est sur des boîtiers APS-C, vous avez bien compris, maintenant la stratégie de Fuji c'est de sortir de l'APS-C et du moyen format, on zappe le full frame, avec un nouveau capteur dedans, pas stabilisé, toujours pas de stabilisation de capteur chez Fuji, qui préfère privilégier la compacité, la petite taille, et je trouve ça plutôt intéressant, et plus le temps passe et plus je me dis qu'effectivement on va avoir des APS-C qui vont jouer dans la gamme des micro 4 tiers, c'est-à-dire dans la gamme des petits boîtiers, petits objectifs, mais qualitatifs. C'est ça l'intérêt de Fuji en fait, c'est que autant Canon, Nikon ont quand même peu sorti d'objectifs hyper qualitatifs pour la PSC, autant Fuji, étant à fond sur la PSC depuis plusieurs années, ont sorti des très très bons objectifs pour la PSC. Et donc dans cette fameuse guéguerre de la taille du capteur, etc., beaucoup passent au plein format uniquement parce qu'il y a des meilleures optiques dessus. Et on oublie parfois que Fuji en fait a des APS-C avec des très bonnes optiques, donc c'est une bonne alternative et moi j'aime bien ce côté là. Ils ont amélioré encore l'autofocus et puis on peut maintenant faire la mise au point sur l'œil. Alors c'est a priori pas encore aussi efficace que le système Sony, mais c'est toujours très bon à prendre. Et puis ce boîtier peut shooter jusqu'à 20 images par seconde avec le shutter électronique et jusqu'à 11 images par seconde en mécanique, ce qui est juste génial déjà. Je me demande d'ailleurs si ça peut pas être un boîtier qui peut être intéressant pour la photo de sport. Je sais pas s'il y a des... Si, je crois qu'il y a des objectifs pour la photo de sport qui existent chez Sony. Un petit système pré-shoot, c'est-à-dire qu'on peut régler le système pour que quand on commence à appuyer dessus, on a déjà quelques photos qui ont été prises avant, si ça prenait des photos au fur et à mesure. Un petit écran tilt et puis tactile. Il filme en 4K 60 images secondes avec 2 cartes SD. Et le tout pour 1500$ nu et 1900 avec un objectif kit, ce qui n'est pas dément en fait. Alors ça reste un APS-C, mais je pense que c'est quand même le super haut de gamme de l'APS-C. On va attendre de voir ce que va nous sortir Sony sur leurs APS-C aussi, parce qu'il est prévu une sortie là-dessus. Mais on est quand même un bon cran au-dessus de ce qu'on peut voir chez Canon ou Nikon pour l'instant. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir que Fuji sort entre guillemets l'APS-C ultime, comme Nikon a sorti le full frame le reflex full frame ultime. Fuji a annoncé aussi le GFX50R, donc là on est sur la partie moyen format, et c'est le premier moyen format qui a pris abordable. Quand je dis abordable, c'est parce qu'il faut bien garder en tête que les moyens formats jusqu'à présent c'était entre 20 000 et 50 000 euros à peu près le boîtier. À peu près. Hein. Donc là on est sur un boîtier qui fait 51,4 mégapixels, moyen format, avec un système rangefinder, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez le viseur qui est sur le côté, qui fait qu'on va le mettre à l'œil là et on n'aura pas le nez qui viendra toucher l'écran par exemple. Donc certaines personnes aiment bien, d'autres personnes n'aiment pas, en particulier ceux qui visent avec l'œil gauche n'aiment pas trop en général. Un écran pareil, tilt et touch, et puis une taille réduite, c'est-à-dire qu'on est sur une taille qui est à peu près similaire à des réflexes, même plus petit que le D850 par exemple, pour un capteur plus gros, donc c'est quand même plutôt une belle performance, et le tout va être à 4500$. Alors c'est pas encore un boîtier ultime parce que je crois qu'on a une rafale à 3 images par seconde. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a aujourd'hui, qu'on considère comme acquis sur des réflexes ou des mirrorless, plein format ou APS-C, qu'on n'a pas encore sur les moyens formats. L'autofocus a priori est un peu plus lent, etc. Donc voilà, il y a plein de
plein de petits soucis comme ça qui ne sont pas encore réglés, mais Fuji fait un grand pas dans cette direction-là. Et ils font un grand pas dans cette direction-là, notamment avec leur annonce qu'ils ont faite à Photokina, où ils disent qu'ils sont en train de développer un moyen format à plus de 100 mégapixels, 102 mégapixels pour être précis, avec un autofocus à détection de phase, qui permet du coup d'avoir un autofocus plus performant et de pouvoir commencer à interpréter les images pour faire la mise au point, donc détecter les visages, détecter l'œil, détecter ce genre de choses, voilà, peut-être un petit peu d'intelligence artificielle dedans, filmer en 4K, capteur stabilisé, sur un gros capteur moyen format stabilisé, c'est juste énorme. Le boîtier sera évidemment plus gros, et là on sera plus par contre dans l'ordre de 10 000 $. Donc ça reste évidemment réservé à une élite, mais je trouve ça intéressant de voir où va le marché, parce que quand on y réfléchit, il y a 10 ans, les innovations plein format étaient dans cette gamme de prix. On avait des trucs qui sortaient à 8 000 €, qui sortaient assez cher, et on se disait tous c'est inaccessible et tout, et aujourd'hui on commence à avoir des moyens formats qui tombent à 2 000 €. Donc des pleins formats qui tombent à 2 000 €. Donc on peut imaginer que dans 5 ou 10 ans, les moyens formats vont peut-être, enfin, la gamme va peut-être encore se décaler comme ça. Leica a aussi annoncé son moyen format, tout le monde y va, donc le S3 64 mégapixels. Alors pour info, Leica, ça fait longtemps qu'ils font du moyen format à mirrorless d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. 3 images par seconde, film en 4K, qui sera disponible pour le printemps 2019 pour 20 000 $. Zenith aussi, fabricant russe, qui a fait beaucoup d'optique, il me semble avait fait des boîtiers aussi à l'époque, qui sortent un mirrorless, plein format aussi également, en collaboration avec Leica. Et avec livré avec dès le départ un objectif Zenithar 35. Ah non, c'est pas livré avec, il est focal fixe, je crois. Il est monté dessus et on peut pas le décoller. C'est pas objectif interchangeable. Un Zenithar 35 mm f1 qui sera disponible en décembre 2018. On n'a pas le prix encore, mais Zenith, disant qu'ils veulent vraiment aller sur le même type de marché que Leica, je pense que ce sera quand même assez cher. Zeiss, même Zeiss a annoncé un boîtier plein format mirrorless. On va où là? Et un peu comme le Zenith, c'est aussi avec un objectif fixe dessus. Donc là, on a le ZX1 plein format, 37,4 mégapixels, avec un 35 mm f2 monté dessus, 3 images par seconde 4K. Donc vous voyez, tous les moyens formats aujourd'hui sont à 3 images secondes. Un truc un peu intéressant, c'est qu'il y a Lightroom qui est inclus dessus. Il y a un énorme écran derrière. Et ils ont monté le logiciel Lightroom dessus, ce qui fait qu'on peut directement faire nos petites retouches sur le... Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut sur un petit écran, c'est un peu comme si vous retouchiez vos photos sur le smartphone, il y en a qui le font, hein, mais je trouve qu'on n'a pas le confort d'avoir un grand écran devant soi, et voilà, je trouve ça un peu gadget. 512 gigaoctets de mémoire intégrée, je trouve ça pas con. De plus en plus, on se retrouve à brancher directement sur le boîtier, quand on a des boîtiers notamment avec des interfaces en USB-C qui sont très rapides. Bah, c'est pas idiot d'avoir une mémoire interne comme on l'avait à l'époque il y a très longtemps dans les appareils photo. Il sera dispo début 2019. Ouh, ça c'était pour les boîtiers. Allez, on prend une petite pause et on repart sur les objectifs. Alors, Sigma a annoncé plein d'objectifs, notamment le 28 mm f1.4 série R pour Nikon F, Canon EF et Sony E. Le 40 mm f1.4 série R, Nikon F, Canon EF, Sony E. Je le fais vite hein, parce qu'il y en a plein, je vous le dis. Sigma 56 mm f1.4 série R pour micro 4 tiers et APS-C de chez Sony. Donc là, c'est pas pour du plein format. 70-200 f2.8 Sport. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que jusqu'à présent, Sigma avait un 70-200 f2.8 mais qui commençait à dater pas mal. Et depuis, ils avaient sorti dans la gamme R le 14-24 et le 24-70 f2.8 et il manquait ce nouveau haut de gamme Sigma qu'ils ont mis dans la catégorie Sport. Avec un petit bouton autofocus dessus qui est sorti du coup pour Canon EF et Nikon F. Alors, il me semble qu'ils sont aussi en monture Sigma, hein, cela, mais je ne vous le précise plus dans la mesure où ça ne va plus être supporté de toute façon à l'avenir. Et puis une innovation plutôt intéressante aussi pour certains, pas pour tout le monde, le 6600 f4.5 6.3 Sport qui vient pas remplacer mais suppléer un peu le 50-500, donc là on va encore plus loin, encore plus fort. En monture Canon EF, Nikon F qui sort dès octobre, dès ce mois-ci, aux alentours de 2000 $. C'est pas si cher que ça, mais il faut voir un peu après les performances optiques parce qu'on a quand même un zoom x10, donc ce ne sera pas le plus piqué des objectifs. Ensuite, Sony a annoncé le 24 mm f1.4 G Master qui pèse 450 grammes, qui est disponible en octobre et qui coûte 1600 €. Irix a annoncé le 150 mm f2.8 macro. C'était un peu une surprise à Photokina parce qu'on les a... Enfin voilà, ils ont fait beaucoup d'objectifs.
beaucoup d'objectifs, deux objectifs très grand angle pour du paysage, et là on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Tropicalisé, une monture Nikon F, Canon EF, Pentax K, c'est gentil de penser à Pentax. Et puis par contre on n'a pas encore la disponibilité et le prix. J'ai pu le prendre un peu en main, c'est costaud, c'est un tank le truc. Ça peut être vraiment pas mal pour rester assez loin des insectes quand on les prend en photo en particulier. Mais j'ai pas encore vraiment pu tester le piqué, l'autofocus et tout ça. D'ailleurs il n'y a pas d'autofocus je crois puisque c'est un IRIX et que c'est un macro donc il n'y a pas forcément besoin d'un autofocus. Tokina a annoncé la sortie prochaine de l'Opera 50 mm f1.4. Donc Opera c'est leur nouvelle gamme autofocus. Vous savez qu'ils ont complètement revu le design et c'est plutôt pas mal parce que le design des Tokina il commençait à être un peu vieillot. Et j'ai pu le tester et il est vraiment excellent. Le piqué est juste magnifique, partout, jusqu'au bord, etc. Même à f1.4, ça m'a vraiment fait une bonne impression. Il sera dans les alentours de 950$ quand même, et le problème c'est que c'est un petit peu le même prix que le Sigma 50 mm f1.4 série R, qui lui est juste une tuerie déjà. Donc ça va être compliqué de se retrouver dans ce face-à-face, mais ça me fait penser que peut-être un épisode, enfin une série, pas une série, mais une vidéo comparative sur les 50 mm f1.4 pourrait être intéressante. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse dans les commentaires. Et puis il y avait aussi de visibles, mais on n'a pas pu les tester, un 100 mm macro f2.8 et un 16-28 f2.8. Donc tous les deux, pareil, pour plein format. Et tous les deux dans cette nouvelle gamme Opera. Et donc je suis plutôt excité à cette idée-là, notamment les deux. Les deux m'intéressent bien. Et je regarderai avec attention les nouvelles sorties Tokina parce que s'ils sont d'aussi bonne qualité que ce 50 f1.4, et c'est du tout bon. Zeiss annonce le Batis 40 mm f2 avec... Alors CF, c'est close focus, c'est pour faire la mise au point très très proche, donc faire la mise au point à 24 cm. Et puis c'est pour monture Sony, plein format, et puis ça coûte 1300$. Meike sort un fisheye 6-11 mm f3.5 pour plein format. Donc imaginez 6 mm sur plein format, je crois que c'est un angle vue de 180° à peu près. Pour Nikon F, Canon EF, et... ah ben non, je dis une bêtise, c'est pour APS-C, j'ai dit une bêtise. C'est pas pour plein format. Prix et date pas encore annoncés. Et ensuite on a deux petites news un petit peu différentes que les boîtiers et les optiques, pour se reposer un petit peu. Le Lumapod, alors ça c'était un projet Kickstarter, et qui est un nouveau système de trépied qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que quand c'est replié, ça prend la forme d'un bâton, donc ça va être à peu près long comme ça, comme une grosse carotte on va dire à peu près. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait il y a des fils à l'intérieur avec des petites bobines, et donc quand on l'ouvre, on va le monter en l'air, on a nos trois pieds qui s'écartent, et puis on a donc une grande colonne, mais qui est tendue par les fils, qui fait que c'est relativement stable. En tout cas, c'est ce qui est prétendu. Et je trouve le design intéressant, et c'est intéressant d'avoir des innovations comme ça pour repenser des objets qu'on pense immuables comme les trépieds. Donc ils ont deux versions, le Go 85 qui fait 85 cm et le Go 120 qui fait 120 cm. Et puis donc le premier est censé supporter 1 kg et le deuxième est censé supporter 2 kg. Donc c'est pas énorme, mais par exemple pour des systèmes mirrorless avec des optiques pas trop lourdes, ça peut le faire. Et donc 80$ pour le premier, 115$ pour le deuxième, c'est pas non plus démentiel. Alors ça c'est les prix Kickstarter, normalement c'est censé être le double une fois que c'est vendu en magasin. Et puis Lenscoat qui pense à tous les photographes qui portent leur trépied sur l'épaule, et je trouve ça plutôt pas mal. Ils ont sorti 3 produits, le Leg Pad, le Leg Cushion et le Leg Wrap. Je vous laisserai aller voir sur leur site si ça vous intéresse, à 30$, 60$ et 80$. Mais en gros, c'est des systèmes qu'on vient mettre sur les pieds de notre trépied pour pouvoir poser le trépied sur l'épaule, soit avec un pied de chaque côté, soit pour pouvoir poser le trépied complètement comme ça, comme on porterait une paire de skis par exemple, et pour pouvoir soulager l'épaule et pas avoir un truc dur qui nous cisaille l'épaule quand on veut marcher longtemps avec. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis on finit avec un petit coup de pouce. De nouveau, je voudrais donner un petit coup de pouce à un youtubeur, tipeur, randonneur. Donc c'est Julien, que vous connaissez probablement. Il a une chaîne YouTube où il fait pas mal de sorties photos, il fait pas mal de photos de paysages. Il est capable d'aller camper en haut de la montagne en hiver pendant une nuit pour avoir un beau lever de soleil. Et donc Julien a fait une super vidéo de la rando des tipeurs qu'on a faite au début de l'été. On est parti on était une grosse dizaine, on a fait 2 randos. Dans les Alpes françaises et les Alpes suisses, c'était juste génial, des super souvenirs, et j'ai beaucoup aimé ta vidéo Julien parce qu'elle m'a rappelé des super souvenirs. Donc voilà, je vous invite tous à aller voir sa vidéo, je vous mets un lien dans la description, elle est vraiment très très sympa et ça vous donnera un petit peu une idée aussi de l'ambiance que l'on peut avoir chez les tipeurs et
Et pourquoi j'aime tant faire des sorties photos avec des vrais photographes plutôt que de faire que des échanges virtuels par l'intermédiaire des vidéos. Ce qui est cool, c'est que là, je peux parler à 5000 ou 10 000 personnes en même temps, mais ça ne remplace pas les rencontres en réel dans la vraie vie, qui sont à mon sens beaucoup plus intéressantes et plus enrichissantes. C'est pour ça qu'on fait de la photo, et c'est un des intérêts que je trouve, c'est même l'intérêt principal que je trouve, à avoir cette petite communauté des tipeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!